Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les traitements de la mucoviscidose. On s'appuie sur un document, là, qui détaille un peu les thérapies actuelles et surtout une grosse nouveauté. Oui, bonjour. L'objectif, c'est ça, c'est de comprendre comment tout ça évolue, notamment avec ces fameux modulateurs de CFTR. Exactement. Comment il change la donne pour cette maladie qui est quand même très complexe, qui touche plein d'organes. C'est ça. La mucoviscidose, ça affecte les poumons, le système digestif. C'est lourd au quotidien. Bon, le pronostic s'est déjà bien amélioré, faut le dire, grâce au dépistage à la naissance et puis la prise en charge spécialisée dans les CRCM. Oui, les centres de ressources et de compétences. Mais là, vous parlez d'une révolution. Ah oui, là on parle des modulateurs de CFTR. Et ça, c'est vraiment nouveau. Justement, c'est ça le point clé, j'imagine. On passe de gérer les symptômes à s'attaquer à la cause. C'est bien ça l'idée. C'est tout à fait ça. Pour la première fois, on a des médicaments qui visent le problème de base, la protéine CFTR qui fonctionne mal à cause des mutations génétiques. Ils corrigent en partie ce défaut. D'accord. Et comment ça marche concrètement? Parce qu'il y a différents types, j'ai cru comprendre. Oui, il y a, disons, deux grandes familles. D'abord, les potentiateurs. L'ivacaftor, par exemple, le Calideco. Eux, ils aident un canal CFTR qui est déjà à la surface de la cellule, mais qui s'ouvre mal, à mieux fonctionner. C'est un peu comme huiler une serrure. Ok, pour des canaux déjà en place, mais un peu grippés. Voilà. C'est pour certaines mutations spécifiques, de classe 3, 4 ou 6 notamment. Mais pour la mutation la plus courante, la F508del, la protéine a du mal à arriver au bon endroit, c'est ça? Exactement. Pour ces cas-là, et c'est fréquent, on a les correcteurs. Le lumacaftor, tesacaftor ou l'elexacaftor. Leur boulot, c'est d'aider la protéine mal fichue à ne pas être détruite trop vite dans la cellule et à être transportée correctement jusqu'à la membrane. La F508del, c'est typiquement une mutation de classe 2 pour laquelle ils sont utiles. Ah, je vois. Donc on aide la protéine à arriver à destination et ensuite on l'aide à s'ouvrir correctement. Précisément. C'est pour ça que les associations sont si efficaces. On a eu Orkambi, Simkevi et puis surtout Kaftrio. Kaftrio, celui qui combine trois molécules, c'est ça? Oui, Elexacaftor, Tesacaftor et Ivacaftor. Et là, c'est une avancée majeure, surtout pour ceux qui ont au moins une mutation F508del. Ça augmente et la quantité de protéines à la surface et son efficacité. Et cliniquement, ça se traduit comment? Les résultats sont visibles. Ah oui, les résultats sont souvent spectaculaires et rapides. On voit une amélioration vraiment nette de la fonction respi, le VMS qui remonte, moins d'infections pulmonaires aussi, D'accord. et sur le reste, la nutrition par exemple. Pareil, amélioration de l'état nutritionnel, l'IMC augmente parfois même beaucoup, et un marqueur très parlant, la concentration de sel dans la sueur diminue fortement. Ça prouve que la protéine CFTR remarche mieux. Incroyable. Et une conséquence énorme, on voit une baisse du nombre de transplantations pulmonaires nécessaires. C'est quand même assez fou. C'est vraiment impressionnant. Mais il y a des bémols, des contraintes. Oui, bien sûr. Déjà, le coût, c'est extrêmement cher. Bon, en France, c'est pris en charge à 100% pour les indications qui sont validées, mais c'est un point important. Et au quotidien, Il faut être rigoureux, c'est toutes les 12 heures, et surtout, il faut le prendre avec un repas qui contient des graisses, sinon ça ne marche pas bien, l'absorption est moins bonne. et tout le monde peut en prendre. Ça marche pour toutes les mutations? Malheureusement non. Il reste à peu près 15% des patients pour qui ça ne fonctionne pas. Souvent, c'est parce que leurs mutations, type classe 1, font qu'il n'y a carrément pas de protéines CFTR produites du tout, donc le modulateur n'a rien à moduler si on veut. Ah oui, logique. Et puis, il faut surveiller certaines choses, hein. La fonction du foie, par exemple. Il y a aussi pas mal d'interactions avec d'autres médicaments, parce que ça passe par une voie métabolique très utilisée, le cytochrome P450-3A4. Et bien sûr, des précautions pour la grossesse, l'allaitement, ou si on a déjà été greffé. D'accord. Donc, ça veut dire que même avec ces super médicaments, les traitements classiques, ils restent indispensables. Ah mais absolument, c'est crucial de le dire. Les modulateurs, c'est fantastique, mais ça ne remplace pas le reste. Les traitements symptomatiques doivent absolument continuer à côté. Ok. Alors, rappelons peut-être ces traitements symptomatiques essentiels. Bien sûr, pour les poumons, la kinérespi tous les jours, ça reste la base. Et puis, les antibiotiques, souvent en aérosol, comme la tobramycine, pour lutter contre les infections, notamment le fameux pseudomonas. Le pio, oui, voilà. Il y a aussi les anti-inflammatoires comme l'azithromycine sur le long cours et les fluidifiants pour aider à dégager les bronches comme la dornase alpha, le pulmosime. Et côté digestion et nutrition. Là aussi, on continue.
Les extraits pancréatiques créones ou autres pour digérer les graisses, c'est indispensable pour beaucoup. La supplémentation en vitamines A, D, E, K est souvent un régime riche en calories. Mais j'ai lu que parfois, avec les modulateurs, il faut ajuster ça. Tout à fait. Surtout avec CAF Trio, l'absorption digestive s'améliore tellement qu'il faut parfois revoir le régime à la baisse en calories et surtout diminuer le sel. Sinon, il y a un risque de prise de poids trop importante ou d'hypertension. Faut gérer aussi le reflux, la constipation et puis ne pas oublier l'os, la prévention de la déminéralisation et les vaccins à jour, grippe, pneumocoque. D'accord. C'est vraiment une prise en charge globale. Pour résumer, on a cette transformation avec les modulateurs qui s'attaquent à la racine du mal et qui améliorent vraiment la vie de beaucoup de patients. Mais ils ne remplacent pas la kiné, la nutrition, la gestion des infections. Tout ce qui reste central pour la qualité et l'espérance de vie. C'est une avancée majeure, c'est clair. Mais ça soulève de nouvelles questions finalement. Qu'est-ce qu'on fait pour les patients qui ne sont pas éligibles à ces modulateurs? Ceux avec les mutations de classe I, par exemple. Quelle est la prochaine étape pour eux? C'est la grande question de la recherche actuelle, oui. Trouver des solutions pour eux. Et pour ceux qui en bénéficient, comment on gère sur le long terme? Notamment cette histoire de prise de poids, d'adaptation du mode de vie. Comment assurer une santé optimale qui dure? Effectivement, ce sont les défis de demain. L'adaptation au long cours de cette nouvelle donne thérapeutique. Voilà, beaucoup de choses à suivre encore. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet.